Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection. Point de vue. Collection dirigée par Denis Prienne. Dernière parution. Chanda TONME, les nationalistes africains à l'épreuve. Stratégie et tactique pour le pouvoir, 2020. André Mebeng, Tribalisme, idéologie et jeux politiques au Cameroun de 1951 à 2018-2019. Chanda TONME, journal d'un citoyen ordinaire dans une république extraordinaire. Mémoire du temps présent 2019. Raoul NkuitchounkoUATCHET, le Cameroun contre sa diaspora 2019. Rameau d'Olivier KODIO dire le Tchad, réflexion sur un pays embourbé 2019. Stéphane B. Anguéléguélé, gouverner l'urgence politique camerounaise 2019. Solé SURUNGBA Clotaire, République centrafricaine, la parenthèse Séléka. Chronique d'une coalition d'obédience musulmane au pouvoir, 2019. TOMPTETOM Enoch. Comprendre la violence en République centrafricaine 2019. Chanda TONME, Femmes, maternité et préjudices sociétaux. Anthropologie des souffrances féminines. Segment d'autobiographie 2018. Clotaire Solé SURUNGBA, la centrafricanité, antidote à la crise 2018. Jean-Claire Matondo, Congo. Toujours les mêmes, 2018. Chanda TONME, SINDJOUNPOKAM, Thomas. TCHATCHOUA et Anselme NZOKO, l'Université des montagnes poursuit son chemin, 2018. Chanda TONME, l'obsession du complot Bamileke. Ma rencontre avec Jean Fauchivet. Mémoire des années de Braise au Cameroun. Fragment d'autobiographie politique, 2018. Salah El Garbi, la cause palestinienne, cette malédiction arabe, 2018. Du même auteur. Droit. Code de la zaïrianisation, édition Mwanga Hebdo, 1975. État de droit. Les contrôles de constitutionnalité par la Cour constitutionnelle, les cours et les tribunaux, Pool 2012. Les juridictions judiciaires, ed. Monsieur Yabili, 2013. Je crois en droit, ed. Baoubab, 2014. 50 000 taxes, Mediaspol 2016. La fiscalité réglementaire, Pool 2018. Littérature et essais. Le géant d'Afrique, le géant d'Asie, histoire d'un combat méconnu. L'Harmattan, Paris 2012. Vraiment Congo, une tribu, Mediaspol 2015. Je connais mon visage, Mediaspol 2015. Really. Congo, A Tribe, Mediaspol 2016. 2 saisons sans la Troisième République, les impliqués, Paris 2017. Art. Un arbre sur la Lubumbashi, musée familial Yabili 2017. 175 millions, en 2045, musée familial Yabili 2018. Lubumbashi, carte architecturale du patrimoine, ULB 2019. Dédicace. À Marvin, Irène et Sacha, Thomas et Nathalie, fidèles à ces histoires de soirée autour du feu. Avant-propos. Ce livre, je l'ai dévoré. C'est certainement l'œuvre congolaise la plus impressionnante que j'ai lue depuis des lustres. Les enquêtes, les réflexions ainsi que les informations chiffrées, référencées qui sont mises à la disposition du public permettent de mieux comprendre pour les uns, de découvrir pour les autres, la pénétration chinoise du continent africain sous le couvert de l'amitié. Après, personne ne pourra dire ne pas avoir su. Albert Kisonga Mazakala. Elle avait 80 ans. Elle avait lu sans interruption. Presque effrayée mais enthousiaste, elle en parla. Mais on lui objecta que le livre ne valait rien, parce qu'un journal l'avait décidé ainsi. Elle a légué son témoignage. C'est un livre tout à la fois captivant, percutant et consternant. La réalité exposée est imparable, car toutes les preuves y sont avancées avec une grande précision. Un vrai travail de bénédictin. La gravité des faits est néanmoins tempérée par un style alerte et un humour toujours présent. Le livre est surtout un appel à la clairvoyance des acteurs des relations entre la Chine et l'Afrique, et en particulier ceux de la tragédie congolaise.
Il lance un appel à leur matière grise, la vraie matière première de l'avenir. Il affirme que l'histoire n'est jamais linéaire, que du désordre d'aujourd'hui peut naître l'ordre de demain. C'est un message d'espoir. Béatrice Verdot. Je suis toujours bouleversée par ceux nombreux, que je bouleverse encore. Parfois, dans leur vie ou ma propre vie. Voici donc, en 2 volumes, la suite de cette saga de la pénétration chinoise en Afrique dans son volet congolais. L'éditeur avait approuvé l'ensemble du manuscrit. Voici que les faits et les analyses d'époque sont demeurés intacts. C'est à la fois étonnant et inquiétant. On devrait écrire davantage sur ce pays dont l'histoire mérite plus que le survol habituel, rapide et hautain de ces vastes étendues. Ce sont de nombreuses rencontres et des montagnes de documentation qui ont fourni ces histoires extraordinaires. Ces récits inédits que j'ai parfois vécus, les garder pour soi aurait été de la dissimulation et de la falsification. Je remercie les nombreux volontaires des comités de lecture successifs pour leur enthousiasme bienveillant et plus particulièrement, David Monsieur et Éric B pour leur amitié, leur disponibilité permanente et leur bienveillante perspicacité. Car au-delà de l'inspiration et de l'écriture, la traque des coquilles reste une obsession bonne à partager. Marcel Yabili. Un pacte de sang qui gicle toujours. Septembre 2012. Excellences, messieurs les ambassadeurs. Cela dure depuis autant d'années. Des années d'errance, de torture, de déstructuration de toute une société. Comment être fier d'appartenir à une nation sans défense, livrée à elle-même, pillée de toutes parts et impuissante devant ses filles violées et la mort de ses enfants, pendant aussi longtemps sans aucune perspective de solution durable. On n'a pas besoin de plus de preuves. On a besoin d'une action urgente pour arrêter les responsables de ces crimes contre l'humanité et les traduire devant la justice. Ainsi parla à l'ONU à New York, un simple individu, de surcroît africain et noir. En 5 minutes chrono. Les représentants de son pays avaient boycotté la séance, comme s'ils anticipaient qu'à son retour en Afrique, il échapperait à un attentat. Le lanceur d'alerte infatigable parcourra les tribunes du monde, accumulant les distinctions honorifiques, dont la plus grande, le Nobel de la paix 2018. Il parlait sans cesse du viol horrible et horrifiant des femmes qu'il qualifiait d'armes de guerre. Mais malgré son courage, il ne citait jamais les 4 chiffres du millésime depuis que cela durait. Une discrétion qui ne dévoilait pas les responsables d'un cycle infernal. Quel était ce cataclysme ? Plus fatal qu'un violent tremblement de terre dévastateur. Plus long que les 2 années de la grippe espagnole ? Un fléau qui aurait balayé l'humanité et installé de l'animalité et de la bestialité dans une vaste région d'Afrique. Qu'était-il arrivé, le jour où le loup entra dans la bergerie ? En 1996 ? Depuis toujours. La dissection de Maccabée éduque les étudiants en médecine à surmonter le dégoût et l'horreur du sang. Dans les armées, on pratique des séances de tir à balles réelles, juste au-dessus des têtes des recrues, effrayés et obligés de ramper à ras de terre pour garder la vie sauve, avant de pouvoir la sacrifier un jour sur un champ de bataille. On appelle cela un baptême de feu. Dans les coutumes africaines, on soumet les adolescents à des rites d'initiation éprouvant par la faim, la douleur et la peur. Pour être considérés et se sentir homme. Depuis toujours. On dit que seul Dieu donne la vie et que Dieu seul pourrait en disposer. Mais celui qui a déjà tué un autre homme s'est affranchi du respect de la vie. Ivre de sang, il se prend pour un dieu. Lorsqu'il s'est servi d'une arme à feu, il ressent la capacité de mettre fin à distance et instantanément à une vie humaine, de transpercer un corps et d'en faire échapper le souffle vital. Le temps d'un éclair, un homme, une femme avec tout ce qu'ils représentent d'humanité et de relations respectables et riches ne sont plus que de vulgaires poupées gonflables, de baudruches trouées et dégonflées, qui s'effondrent en des tas informes et méprisables, hideux, rapidement en décomposition au milieu de puanteurs et de nuages de mouches. Le tueur d'hommes peut tout faire. Et s'il avait le pouvoir suprême, il pourrait même vendre un pays. 1996. Le 6 octobre. Un hôpital de 300 lits est attaqué. Une douzaine de femmes enceintes, plusieurs malades qui ne pouvaient pas se déplacer et des membres du corps médical sont assassinés à l'Emera dans la région des Grands Lacs, à l'est de la RD Congo. Sans aucune justification. Le 18 octobre,
les assassins créent une organisation qui s'empresse de signer, le 23 octobre, les accords de l'EMRA. Un seul ouvrage, introuvable, aurait dévoilé deux aspects de l'arrangement: la cession d'une bande de 300 km aux pays voisins et leur rétribution pour la prise de pouvoir à Kinshasa. Bref, un pacte de sang pour la vente d'un pays. Leur porte-parole puis chef est le vieux. 2009. 10 ans plus tard, il est confirmé que les fameux accords de l'EMRA avaient donné l'accès aux ressources et aux structures politiques congolaises. En même temps, Sir Keith Ketoma et Johnny Mazayer dit qu'il y a du vrai. C'était la tendance de tout promettre. Je pense que Vieux était machiavélique, et je ne pense pas qu'il prenait des décisions honnêtes comme à son habitude. Il ne faisait que parler sans être sûr de ce qu'il pensait réellement. 1997. Vieux signe un accord d'encouragement et de protection mutuelle des investissements, auréolé de la formule gagnant-gagnant de bénéfices mutuels, dit Hui Daikwan. De manière étrange, le premier prêt bénéfice à une entreprise chinoise qui participe ou accompagne la destruction des PTT et des filières coton et huile de palme. 1999. Vieux sort de sa coquille de costume sans cravate ni sous-vêtements, pour qualifier son alliance d'assassins de conglomérat d'opportunistes et d'aventuriers assoiffés d'argent, foyer de médiocrité, enclin à la course effrénée, à l'enrichissement rapide, à la rapine, au pillage. 2017. L'orateur à l'ONU répète que le sang gicle encore. Il ne peut pas parler uniquement des femmes violentées qui ont horrifié le monde. Les Congolaises ne sont tout de même pas naïves. Elles sont parmi les plus émancipées. Leur labeur leur aménage de l'indépendance économique, dans les couples. Sexuellement, elles ne sont ni voilées, ni excisées, ni infibulées. Elles continuent à se couvrir d'un pagne léger, déambulant sans escorte ni crainte d'être dévêtues et possédées par surprise. Les violences dénoncées par le Nobel sont devenues historiques. Mais elles avaient accompagné la violence armée qui accompagne encore l'exploitation des ressources naturelles, laquelle s'accompagne de l'impunité et de la mauvaise gouvernance qui ont la même origine et qui perdurent depuis 1996. 2007. 10 années auparavant, c'était 10 ans après la restitution de Hong Kong qui symbolisait une Chine équitable. 10 années après, Kinshasa apporte à la Chine de bien plus grandes richesses naturelles par un nouveau pacte. Vieux. Face à face avec la cravate rouge. Début 2002. Pékin. Un échangeur routier déploie des ponts superposés reliant l'autoroute urbaine du 2e ring à l'avenue Chaoyangmen Nandadier. 3 voies mènent à l'Inner North Street et 2 autres à l'Outer South Street. Ce vaste espace ouvert est rehaussé par l'élégant building de verre de la China Offshore Oil Corporation. En face et lointain, l'immense masse grise du ministère des Affaires étrangères. Sur un mât géant flotte le drapeau rouge aux 5 étoiles. La construction avait obtenu la médaille d'argent du prix d'architecture de 1999. Mais typiquement chinoise, elle manque d'élégance et d'audace, malgré sa haute façade d'angle, incurvée et convexe, striée de 15 colonnes de baies vitrées. Elle ressemble plutôt à un oiseau sans tête. Ses annexes latérales sont comme de petites ailes déplumées, déployées sur un mince cordon de verdure, le long des voies automobiles rapides. À l'intérieur, nulle trace de l'agitation et des pollutions sonores, visuelles et respiratoires de la capitale tentaculaire. Mais celles de ruches et de fourmilières. Ils sont des centaines à se croiser sans se heurter ni se bousculer, pareil à des chauves-souris munis de sonars, comme dans un désordre programmé, voire chorégraphié. Personne non plus ne se perd dans ce dizaine de départements ministériels qui ont chacun sa direction générale. C'est là qu'on découvre la perception étrange que la Chine a du continent noir. Les pays de l'Afrique du Nord sont intégrés à l'Asie occidentale. Les autres pays, dont la RD Congo, relèvent des affaires africaines. Les bonnes relations avaient débuté en 1972, au lendemain de la rupture avec Taïwan, par un communiqué conjoint de normalisation. S'en étaient suivis des accords de commerce en 1973 et 1988, de coopération culturelle en 1980, puis d'éducation supérieure et recherche scientifique en 1989. Et par 5 voyages présidentiels d'État. En ce début de 2002, quelques réalisations chinoises de l'époque de Mobutu étaient encore visibles,
sans y inclure la cité de la Hanzélé et sa pagode, réalisée auparavant par la Chine de Taïwan. En 1979, Pékin avait livré le palais du peuple de 18 000 mètres carrés. Le lieu n'a pas changé ce nom, synonyme trompeur de démocratie. Ensuite, le stade Camagnola de 80 000 places livré le 14 octobre 1994, jour anniversaire de Mobutu, au retour de son dernier voyage officiel. L'ouvrage, réalisé par la China State Construction Engineering Corporation, CSCEC, en 5 années de travaux, a été rebaptisé Stade des Martyrs de la Pentecôte. La Chine avait aussi aménagé un pavillon sino-congolais à la Foire internationale de Kinshasa, FIKIN. Mais beaucoup d'autres réalisations de Pékin n'étaient plus visibles. L'usine de raffinage de sucre de Lotokila, près de Kisangani, avait été pillée. Il ne restait rien de l'atelier d'usinage de matériel agricole, ni de la division Camagnola, des forces armées aéroises. Il ne restait rien non plus de l'hôpital chinois de Kintambo, un quartier populaire de Kinshasa, qui avait fait découvrir la médecine des plantes et l'acupuncture. Les blouses jaunes avaient déserté sur l'ordre brutal de Pékin d'un réel embargo humanitaire, en temps de guerre civile. Le potager chinois de Lubumbashi avait aussi disparu. Le champ avait permis d'introduire avec succès le must des engrais bio, à savoir les déjections humaines portées à maturation dans des fosses septiques. Pour la petite histoire, les Lusois, qui avaient fini par remarquer que les Chinois ne touchaient pas aux femmes, pensaient qu'on faisait aux ouvriers agricoles des injections spéciales pour qu'ils gardent aplati le devant et le creux des pantalons. La précédente visite remontait à décembre 1997. L'encre n'avait pas entièrement séché sur les fameux accords de l'EMRA, cet acte fondateur d'une dynastie et d'une perversion qui allait durer. Avec les Chinois, le 7e visiteur conclut un accord sur la protection et l'encouragement des investissements. Un autre pour implanter ZTE, Zhongxing Telecommunication Equipment Company. C'était ambigu, car à l'époque son esprit bourdonnait encore le conglomérat d'opportunistes et d'aventuriers. Il y eut aussi des malentendus. Il faisait froid à Pékin. Mais le 7e visiteur n'avait pas amené de manteau, par une imprudence d'ignorant. Il se faisait appeler « vieux ». Il avait été qualifié de paléo-révolutionnaire. Se voulant plus maoïste que Mao, il portait un safari kaki à col ouvert. Et il s'enrhuma. Mais Jiang Zemin, le président d'une Chine qui avait tourné la page du maoïsme, portait un costume à l'occidental. Avec une cravate rouge. Se prendre en charge. Kinshasa. La plupart des rivières congolaises mènent à cette ville qui doit son existence et son expansion aux cataractes qui en font le terminus des cours d'eau navigables. Un lieu de rupture des charges pour poursuivre le transport des personnes et des biens par voie terrestre ou ferroviaire, jusqu'au port maritime de Matadi. Un lieu de toutes les convergences, depuis que la cité est devenue la capitale du pays en 1929. L'homme qui s'installa en 1997 eut à lever un pied plus haut que le trône de Mobutu, déboulonné par des foules naïves et enthousiastes. Plus haut encore, en passant du statut de porte-parole du mouvement insurrectionnel, créé par le Rwanda, à celui de chef d'État. Plus tard, un proche collaborateur soupira que c'est pénible. Il n'a pas la notion de l'État. Ancien petit commerçant habitué à compter ses sous, il n'élabora aucun budget national pendant les 4 exercices de son règne. Son pouvoir était personnel. Autocratique, moins par idéologie que par impulsion. Il n'avait pas eu le temps d'apprendre par essai et erreur. Il avait recruté et utilisé des enfants soldats, Kadogo, au moment où on qualifiait cela de crime contre l'humanité. Il remplaça la monnaie zaïre par le franc, au moment où Paris abandonnait ce nom identitaire de la France et de ses colonies, pour l'euro. De simples choses de son pays lui échappaient aussi. Il remplaça République du Zaïre par République démocratique du Congo, avec le drapeau à 7 étoiles de 1960 qui avait déjà été remplacé en 1964. Dans son discours d'investiture dans un stade qui ne cessait de le railler, il avait annoncé la pose de pipelines pour ravitailler tout le pays en carburant, importé. On n'en vit jamais le premier mètre. Il légua le slogan de se prendre en charge. Cette vision avait créé les mémés,
encouragés à défendre la patrie avec toutes les armes, matérielles et fétichistes. Ils essaimèrent en milices d'autodéfense incontrôlées et criminelles. D'une barbarie au-delà de l'inhumanité, d'une époque révolue et retardant d'autant la reconstruction du pays et des communautés. Les ONG le dénonceront. Chinja, égorgeur, tuait, mangeait et faisait des colliers avec ses victimes. Il préférait les seins des femmes à la viande de tortue ou d'antilope. Kyungu Mutanga Gédéon a tué 103 personnes, certaines charcutées et mangées. Makabe circulait avec un bébé séché autour du cou. Bakanda Bakoka arrachait les organes génitaux avec des ciseaux. Se prendre en charge, c'était prendre de l'argent cash. Chaque semaine, il recevait au moins 4 millions de dollars américains USD, des sociétés minières qui le lui amenaient dans des malles. Se prendre en charge, c'était surtout la culture du caillou. Or, diamant et même uranium. La cueillette de tout ce qui peut trouver acheteur, et qu'on pouvait prélever avec des outils rudimentaires. Tout le pays abandonnera les champs, les activités productives et même les écoles pour devenir un immense gruyère fourmillant de millions d'artisans, avec des femmes et des enfants, réduits à des conditions d'esclaves par des marchands et leurs intermédiaires. On parlera de minerais de sang. Il y aura des déboisements massifs. On videra et on polluera les rivières. Les ballasts des voies ferrées seront enlevés et revendus comme agrégats, des câbles électriques et des rails comme mitraille. Se prendre en charge, c'était piller, il en avait la paternité. L'exploitation illégale des ressources du pays par des étrangers avec la participation de Congolais a commencé avec la première guerre de libération en 1996. Les rebelles de l'Alliance des Forces démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre, AFDL, appuyés par des militaires rwandais, ougandais et angolais se sont emparés des régions est et sud-est du Zaïre. Au fur et à mesure de leur progression, l'homme à la tête de l'AFDL signa des contrats avec un certain nombre de sociétés étrangères. De nombreux récits et documents indiquent que dès 1997, une première vague de nouveaux hommes d'affaires parlant uniquement anglais, Kinyarwanda et Kiswahili étaient déjà en activité dans l'est de la RD Congo. C'est alors qu'on a commencé à signaler de fréquents vols de bétail, de café en grains, etc. Au moment où éclata la guerre de 1998, Ougandais et Rwandais, les officiers supérieurs et leurs associés, connaissaient parfaitement le potentiel des ressources naturelles de l'est du pays et savaient où les trouver. L'économie sociale du marché. Lubumbashi. Une cheminée haute de 150 mètres domine la seconde ville du pays, surnommée capitale du cuivre. La Gécamine, GCM, entreprise de l'État depuis 1967, produisait le métal rouge et du cobalt raffiné, alimentant près de 40% du budget public et jusqu'à 75% des ressources en devises fortes. Une vache à lait. On dit que nul n'est prophète en son pays. Et particulièrement en RD Congo. Aucun spécialiste n'a jamais vu venir les grands bouleversements. Depuis 1996, des personnages sont sortis de l'ombre. Certains sont sous les projecteurs, mais d'autres, comme derrière la scène d'un théâtre, sont des souffleurs des grandes orientations. Ou au spectacle de marionnettes, des tireurs de ficelles. Personne n'aurait parié que la cheminée de Lubumbashi cesserait de fumer un jour. Mais cela arriva. En 1997, l'entreprise avait périclité. Mais elle était loin de la faillite avec ses 32 000 km² de gisements à forte teneur, et très bien identifiés par 90 ans de recherche géologique. Cette seule documentation valait de l'or. Au gîte s'ajoutaient des remblais de minerais extraits, et des rejets des productions antérieures où se retrouvaient des restes de cuivre, de cobalt, de germanium, de zinc. Autant de mines pour une seconde vie très prospère. Les joyaux à marchander au prix fort. Ou à brader. Les conquérants du pouvoir avaient dans leur bagage une prétendue idéologie de développement maladroitement empruntée, des économies sociales du marché, mais sans rapport avec la vraie social-démocratie qu'explique Évariste Mabi. L'économie sociale de marché est une recherche permanente de la combinaison la plus efficace entre la performance optimale du mécanisme du marché et la sécurité et la justice sociale. Ces deux dernières ne sont pas concevables à long terme, en l'absence d'une performance économique ou croissance satisfaisante.
L'économie sociale du marché de Vieux signifiait platement que les investisseurs sont les bienvenus. Ils peuvent tout obtenir et tout prendre, à condition de donner quelque chose aux populations, en école, en médicaments, etc. Ce profil bas a fait du bradage une vision. Un nid pour les prédateurs. Un lit pour la Chine. Au lendemain de la prise de Lubumbashi avec l'aide de troupes rwandaises, un investisseur avait versé un pas de porte à la Gécamine GCM qui fut détourné sur Kigali. Vieux nous a obligés à signer, moi et Michel, mon directeur financier, un transfert de 25 millions de dollars américains à Kigali, à la Banque de commerce, de développement et d'industrie BCDI qui venait d'être créée fin 1996. Une autre tranche servit à créer une banque commerciale. Ce deuxième paiement de 25 millions de dollars américains a servi à créer à Kinshasa la Banque de commerce et du développement BCD, une association entre la COMIEX de LD Kabila et côté rwandais, Tristar, Alfred Kalisa et le Front patriotique rwandais, FPR de Paul Kagame. Les entreprises étatiques et privées importantes furent obligées à y ouvrir des comptes. Des petits épargnants suivirent. Mais la BCD fit faillite à cause des proches du pouvoir qui avaient ponctionné des crédits non remboursés. L'affaire renaîtra sous des couleurs familiales en BGFI Bank. Ces détournements de fonds l'affaiblirent aux yeux de l'investisseur, et il s'obligea à lui faire un cadeau inespéré. Lundin Mining était plus spéculateur que minier. Comme la guerre civile avait été relancée en 1998, l'entreprise ne put lever les capitaux et le projet se trouva en panne totale et en contravention avec la Convention de 1996. Pour s'exonérer de toute faute contractuelle, elle fut gratifiée d'un décret complaisant qui proclamait l'état de guerre dans une région où il n'y avait jamais eu de bataille, ni même de menace. Grâce à cela, Lundin Mining recycla sa convention, la céda aux Américains en raflant au passage des parts qui appartenaient à Gécamine. En 1997, Vieux avait souscrit des hypothèques en faveur de ceux qui l'avaient porté au pouvoir par les armes. Ceux-ci ayant opté pour la langue anglaise, il avait boycotté le sommet de la francophonie à Saïgon. Puis il dribbla les USA pour se rendre en Chine au lendemain de la visite à Kinshasa de la secrétaire d'État américaine. La ruse ne paya pas. Kigali, Washington et Pékin l'abandonnèrent, plongeant l'Afrique centrale dans le conflit le plus meurtrier depuis 1945. La Première Guerre mondiale africaine, avec des troupes angolaises, burundaises, ougandaises, rwandaises, tchadiennes et zimbabwéennes. En rez-de-chaussée, les batailles ne se font pas comme dans l'histoire ou ailleurs, autour de places fortes qui résistent et pour lesquelles on se bat rue par rue, maison par maison. Ici, dès qu'un front est enfoncé, la voie est ouverte sur des centaines de kilomètres par une sorte d'effet domino que les stratèges n'ont pas encore véritablement décrit et exploité. La guerre sans un véritable front ni un vainqueur sera la seconde nature du pays. Il est mort? Dieu soit loué. Il était difficile de franchir la ligne de front, mais les familles séparées avaient appris à la contourner. Les trafiquants aussi. La même monnaie circulant de part et d'autre, on s'aperçut que le cours du dollar était plus avantageux à Bukavu et Kisangani qu'à Kinshasa. Des camions passaient par le Congo-Brazza et remontaient par la Centrafrique, pendant que d'autres se faufilaient par la Zambie, la Tanzanie, le Kenya et l'Ouganda. Quelques bateaux continuaient à naviguer entre Bujumbura au Burundi, Kigoma en Tanzanie et Kashaba Bay en Zambie. Le 16 janvier 2001, il y avait peu de nuages de saison de pluie sur le lac Tanganyika. Le bateau filait doucement vers le sud entre deux rangées de montagnes à l'horizon. Albert, qui venait de s'installer à Lubumbashi, avait arrangé d'exfiltrer sa famille de Bukavu. Kapinga, sa femme, mit des semaines pour quitter l'ancienne ville paradisiaque au bord du lac Kivu et camper à Bujumbura avant de trouver une place sur ce bateau pour Kashaba Bay, à l'extrémité septentrionale de cette mer intérieure, en Zambie. Le pont et les soutes débordaient de marchandises et de passagers. Kapinga avait trouvé un espace sur le pont supérieur par l'avantage d'avoir avec elle ses enfants, et sans se douter que le capitaine se rinçait l'œil sur ses beaux restes, malgré plusieurs maternités. Il devait être midi, par la position du soleil, lorsque le capitaine sortit la tête de l'ouverture de sa cabine de commande. Il criait, très excité. Le radio vient de capter un message comme quoi Vieux est mort. On vient de tirer sur lui à Kinshasa.
La veille, le 15 janvier, un officier supérieur de l'armée congolaise téléphone de Kinshasa à une amie. Conversation. Comment ça va là-bas? Et la famille? Est-ce que tout est calme? Oui, c'est calme. Pourquoi? Parce que demain il va se passer quelque chose. Ce ne sera pas grave. Surtout gardez votre calme. Tout s'arrangera très vite. N'oubliez surtout pas, gardez votre calme. Le lendemain, effectivement, il y eut des bruits sur des incidents au palais présidentiel. Fin de journée, un général passa à la radio-télévision pour annoncer qu'on avait tiré sur le vieux et qu'il avait été blessé. Le lendemain 17 janvier, un évêque se souvenait du carjacking dont il avait été victime dans les premiers jours de l'arrivée de Vieux et de ses hommes qui avaient marché depuis les Grands Lacs. Le 4X4 volé fila tout droit vers l'enclos de sa résidence. Quelques jours plus tard, Vieux réunit les opérateurs économiques pour leur tenir des propos directement inspirés par les notes écrites qui étaient à bord du véhicule volé. C'était bel et bien un conglomérat d'opportunistes et d'aventuriers. Mais l'archevêque avait compati avec le peuple, écrasé pendant des années par les dérapages et les perversions de Mobutu. Il n'avait pas lu le péruvien Gustavo Gutiérrez dont il ne partageait pas l'obédience chrétienne, mais il vivait aussi la théologie de la libération. La foi en Dieu est comme du ciment, sur de l'humidité il ne prend pas. Le religieux ne pouvait prêcher à des ventres vides, à des fidèles écrasés par les injustices et l'inhumanité. Pour cela, l'homme d'église pardonna le gangstérisme du conglomérat, quoiqu'il en ait personnellement souffert. C'était sans commune mesure avec les années de dérapage et de perversion de Mobutu. Comme d'autres, il pensait que rien n'arriverait de pire à ce qui était déjà arrivé. Les bandits étaient des sauveteurs de tous les sacrifices et de toutes les patiences. L'espoir en une vie meilleure, même ici-bas, n'était pas vain. Il applaudit le radicalisme du nouveau pouvoir, qui rejetait tout dialogue avec les satans du passé. Dieu lui-même n'aurait pas tendu la main au diable. Mais après quelques mois d'enthousiasme, l'usurpation et l'escroquerie des libérateurs commencèrent à être suspectées puis à se dévoiler. Le religieux frottait tour à tour ses yeux et sa barbe blanche, refusant de croire la triste et pénible évidence. Mais dans toute situation où le seuil d'expectation est trop élevé, le retour aux réalités est une chute brutale et douloureuse. Ses sentiments de religieux chrétien furent retournés comme une crêpe. Il maudit le vieux. Il lui en voulait à mort, lui reprochant d'avoir commis le plus grand des crimes. Il avait enlevé l'espoir au peuple. Le 17 janvier 2001, le religieux était aux soins dans une clinique lorsqu'on brisa son isolement pour lui livrer l'information du jour. « Nous avons une terrible nouvelle, monseigneur. » « Quoi ? Il se passe encore des choses terribles ? » « Oh monseigneur. On a tiré sur Vieux. Il est mort. » L'évêque sursauta dans son lit de malade, arrachant presque les fils des électrodes et les tuyauteries des perfusions. Il s'écria « Dieu soit loué !» La parole qui a force de loi. L'accident d'un personnage important ou d'une célébrité n'est jamais naturel, encore moins sa mort. Les gens aiment le mystère. Qu'il s'agisse de Dag Hjalmar Agnekar Lamarskjold, mort dans un crash d'avion, ou de John Fitzgerald Kennedy assassiné, ou de Diana Frances Spencer, morte dans un crash de voiture. Déjà à Lumumba, on lui préfère un complot international d'autant qu'il n'a pas eu une tombe dans laquelle il pourrait se retourner en cas de contre-vérité. De même pour Vieux, un lumumbiste. C'est comme si la vie publique du paléo-révolutionnaire avait été bien programmée. Débutée par un pèlerinage au pays de Mao, elle devait finir par un tour chez Fidel Castro. En 1998, Vieux n'avait pas de regard pour les immenses portraits de Che Guevara. L'icône au béret et au cigare avait visité son maquis, mais avait conclu à son manque de sérieux et à l'échec de son mouvement révolutionnaire. Vieux abrégea son séjour à la Havane. Il déboula à Kinshasa pour rompre avec ses mentors des accords de l'Émirat. Mais sans véritablement rompre avec l'esprit du conglomérat d'opportunistes et d'aventuriers. Pendant les années de guerre, il prit l'habitude de s'enfermer en hauteur sur une colline où un grand hélicoptère blanc stationnait pour s'enfuir en cas de besoin. Ce palais de marbre était invisible de la route en contrebas. Sur le côté, une ruelle d'accès avait été condamnée par de lourdes portes plus hautes que celles d'une prison, peintes en bleu, la couleur du drapeau national.
Toutes les villas à l'intérieur de la concession avaient été réquisitionnées. Les enfants soldats, Cadogos, filtraient l'entrée latérale en passant tout le monde à la fouille corporelle. Mais à la sortie, ils demandaient de l'argent. La pourriture hantait le palais. Les visiteurs s'entassaient à la Maison Bleue, une villa saisie aux meubles percés. Dans la cour, l'épave d'un blindé envahi par des herbes. Seul le silence disait qu'on se trouvait dans l'entourage du grand maître de la RD Congo. Dans ces derniers jours, Vieux recevait entouré de collaborateurs aussi immobiles que des moines bouddhistes. Pour chaque décision, il leur demandait, le visage impassible et sans même les regarder, « Vous avez bien pris note ?» Puis il concluait, « Car la parole du chef de l'État a force de loi, hein ?» Puis il ricanait. Tout seul. Tel un fou. Son comportement n'était pas surprenant pour l'ancien grand prêtre du conglomérat d'opportunistes et d'aventuriers assoiffés d'argent. Vieux n'avait pas payé les fournitures d'un industriel congolais. Un jour, il demanda s'il y avait du stock. Il achèterait tout. Vieux était culotté. Il avait avoué son conglomérat d'opportunistes et d'aventuriers assoiffés d'argent, pour aussitôt passer à la postérité comme le libérateur des libérateurs de 1997, se permettait tout. Il avait même fait fabriquer des bombes artisanales, dont l'explosion accidentelle détruisit une bonne partie de l'aérogare de Kinshasa. Impulsif, il se croyait aussi grand stratège que Jules César ou Napoléon. Fin 2000, il s'attaqua à la coalition rwandaise sur le front sud-est, dans les Marungus, en direction du lac Tanganyika. Il pensait qu'il pourrait y aller seul. Maintenant, Vieux envoyait des troupes si fraîches et impréparées qu'elles n'étaient pas chaussées. Le fabricant remit une offre écrite qui mentionnait les impayés. Il accepterait une nouvelle vente, mais au comptant et aussi dans un relevé qui montrerait l'argent que Vieux devait déjà. Lisant cela, Vieux exigea de supprimer toute référence aux arriérés. Ensuite, comme le prix était en USD, Vieux convertit le montant en francs au taux officiel de change, ce qui entraînait une décote de 180%. Celui qui avait d'abord volé de la marchandise sans payer, récidivait pour voler au moyen d'une vente à perte. S'exprimant à haute voix en kiswahili, Vieux parla à Nelly, sa secrétaire métisse, qui tenait le téléphone. Il lui cria « Dites-lui que ce sera payé en francs au taux officiel. Ou rien. Je ne traite pas avec des voleurs. » Le fournisseur répondit qu'il y réfléchirait. Mais il ne donna pas de réponse. Et Vieux n'insista pas. Le lendemain, Vieux envoya au front les troupes pieds nus. Mais le même jour, le même Vieux donna des ordres pour qu'on loue à un blanc une moissonneuse pour récolter le maïs que le Zimbabwéen Wessel Rothenbar lui avait planté à Mangombo. Il accepta le prix de la location en USD, mais payable en francs. Miracle. Pour son propre maïs, Vieux n'appliqua plus du tout le taux officiel, mais une surcote avantageuse de 260%. Une différence de 440 points entre le Congolais et le Blanc. Vieux a dû ricaner lorsque ses troupes furent décimées à Poitou. Il a dû dire à son entourage « Où seraient encore toutes les bottes en cuir ? Et nous aurions gaspillé l'argent, auprès de ce voleur-là. Oh là là !» La défaite de Poitou marqua la fin de la guerre du Vieux, et sans doute aussi de sa vie. La cité lacustre avait été négociée avec les Britanniques pour figurer dans les limites territoriales congolaises et non zambiennes. En 1909, le prince belge Albert, neveu de Léopold II, avait visité le lac Mweru et plus spécialement Lukonzolwa, qui était la capitale économique et le siège de la compagnie spéciale du Katanga, qui administrait les précieuses des terres katangaises dont l'étendue englobait le Kasaï oriental. Le futur roi belge s'était rendu à Kilwa, où il aurait planté un palmier qui y serait encore, mais aurait plus probablement survécu par ses noyaux. À Kilwa menait une route des esclaves où l'herbe, comme maudite, ne pousse plus jamais. La cité lacustre abrite des restes d'un imposant fortin d'Arabes esclavagistes, qui relayaient la marchandise vers Bagamoyo et Zanzibar. Qui leur livrait les esclaves ? Sinon Ngelengwa, Msiri, d'une cruauté redoutable avec les autochtones. Au point d'avoir transmis à la postérité des noms aussi terrorisants que Mukanda Bantou, celui qui épluche les peaux à vif. Les historiens ne parlent guère des gens qui l'auraient réduit à l'esclavage comme porteurs ou bois d'ébène dans les caravanes des Biennios, ces relais vers l'océan Indien. La malédiction du lieu n'était pas éternelle.
Quelque chose peut en être. La même cité de Poitou qui scella la fin de Vieux, qui était le village d'origine de Frangin, Fra, fut aussi le lieu de naissance d'une relation nouvelle. Dans l'apocalypse de la défaite, Fra réussit à exfiltrer Junior de Poitou. Fra, le sauveteur, deviendra l'obligé du rescapé. Quelques semaines plus tard, Vieux, qui avait ouvert la boîte de Pandore, la referma sur lui-même. Il avait fini par embarrasser et éloigner tout le monde. Même la vie. Sa mort en janvier 2001 débloqua tout ce qu'il avait bloqué. Désormais, place aux jeunes. Place aux jeunes. Qu'est-il resté de Vieux? L'homme surgit des ombres? De l'ombre du maquisard trafiquant et de la politique de domination géostratégique rwandaise? Les âmes sensibles effacent le passé d'un assassin lorsqu'il a été lui-même assassiné. D'autres citeraient l'Évangile, et le « qui a tué par l'épée périra par l'épée », ou la mort violente du dernier colonisateur, avant le traité de Berlin de 1885, dans le sud-est de la RD Congo. Il avait péri de mort violente, lui dont la vie n'avait été qu'une succession de crimes et de cruautés. Ce potentat-là n'avait pas uniquement reçu au cœur la balle d'un Belge. Les gens de sa propre escorte, à l'exemple du meurtrier garde de corps de 2001, lui avaient tranché la tête. Vieux laissa une progéniture d'une demi-centaine d'enfants issus de dizaines de compagnes, dont 3 considérées comme officielles. Une dynastie. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.